Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Arletta, je suis professeur de biologie à l'Université de Berne. Le 24 août dernier, j'ai eu l'occasion de présenter la nouvelle loi sur la chasse avant un débat auquel participait la présidente de la Confédération helvétique, Madame Simonetta Sammaroca. Je vais vous présenter ces dias avec des arguments divers du point de vue de la biologie de la conservation, c'est-à-dire de la protection de la biodiversité. Et vous verrez que sur la base de mon analyse, je ne vois pas comment on peut ne pas voter non à cette loi. Alors, je passe en mode projection écran. C'est un PowerPoint que je partage avec vous. J'espère que vous pouvez le visualiser. Donc, nous avons cette nouvelle loi sur la chasse, mais également la protection des mammifères et des oiseaux sauvages qui est soumise en scrutin populaire à la population suisse le 27 septembre prochain. Si on compare l'ancienne loi de 1986, qui prévaut toujours, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui a été altéré, mais que la focalisation a légèrement changé. Cette loi, elle repose sur une trilogie qui comporte l'exploitation des espèces animales, oiseaux et mammifères par la chasse, la protection de ces espèces et en principe de leur habitat, ainsi que la régulation en cas de dommages. Ce dont on s'aperçoit avec la nouvelle loi, c'est que l'accent, le point focal est maintenant vraiment mis sur la régulation en raison des dommages, et ceci est dû au retour du loup dans nos contrées, qui ne va pas sans causer des problèmes avec l'élevage, notamment l'élevage du petit bétail dans les Alpes. Donc on peut dire qu'on a un affaiblissement, si vous voulez, dans une perspective d'analyse moderne, de cette loi du point de vue de la protection des espèces et des habitats au profit de la régulation, tandis que l'exploitation par la chasse n'est quasiment pas changée. Les objectifs n'ont pas été étendus et l'ordre de priorité est malgré tout quelque peu différent de 1986. Ici, vous avez l'article 1 de la loi où il est clairement dit qu'on vise la conservation de la diversité des espèces et des biotopes pour ces mammifères et oiseaux indigènes et sauvages. Ensuite, on a la question de la préservation des espèces animales menacées, la réduction des dommages qui sont causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures, et puis enfin l'exploitation par la chasse des populations de gibier. Alors on voit déjà que la nouvelle loi, malheureusement, ne tient pas du tout compte de la question de la taille des populations, c'est-à-dire des effectifs des espèces, que quand on approche la question de l'habitat des espèces, qu'on appelle les biotopes aussi, en fait, on se focalise uniquement sur les corridors. Et puis, la nouvelle loi, elle oublie quand même les espèces qui sont en péril actuellement. Et puis enfin, on s'étonne qu'on n'ait pas changé le premier article de cette loi parce que l'élevage n'est pas mentionné. Ici, on mentionne seulement les dommages qui sont causés à la forêt et aux cultures. C'est quand même paradoxal. Donc en fait, on a un accent qui est mis sur cette régulation des dommages et un changement dans l'ordre des priorités par rapport à la loi de 1986. Une chose qui est nouvelle dans cette loi, c'est le principe de durabilité qui est introduit à l'article 3 et qui ne figurait pas dans l'ancienne loi. Lorsque l'on, dans un État fédéral comme la Suisse, regarde les compétences et les responsabilités, on s'aperçoit que l'ancienne loi de 1986 attribuait à la Confédération toutes les compétences en ce qui concerne les espèces protégées, tandis que les cantons se focalisaient sur les espèces qui sont chassables, donc le gibier. Avec la nouvelle loi, on assiste à un changement. La Confédération sera dorénavant responsable des espèces protégées, sauf les espèces dites protégées régulables, qu'on peut en fait d'une certaine manière chasser, tandis que les cantons auront la responsabilité de toutes les espèces chassables, ainsi que des espèces protégées mais régulables. Donc on a ce transfert d'une partie des espèces de la Confédération aux États cantonaux, au gouvernement cantonal. Du point de vue légal, le Conseil fédéral peut décider quelle espèce chassable devient protégée, mais pour cela, il doit consulter les cantons, tandis que c'est le Parlement qui peut déclasser en chassable une espèce protégée. Un léger changement dans la loi par rapport à la loi précédente. Pour éliminer des animaux protégés mais régulables, le canton n'aura dorénavant plus besoin de l'autorisation de la Confédération. Si on regarde l'article 7a, il nous dit, à propos de la régulation des espèces protégées, que les cantons n'ont plus que besoin d'entendre l'Office fédéral de l'environnement. Autrefois, ils avaient besoin de l'aval, de l'assentiment, c'est-à-dire de l'autorisation de l'Office fédéral de l'environnement.
Donc, cette dévolution des compétences et des pouvoirs décisionnels au canton est un changement radical entre ces deux lois, entre la loi de 1986 et la nouvelle loi révisée sur laquelle on doit se prononcer. La liste des espèces protégées qui pourraient prochainement devenir régulables a déjà été longuement discutée par le Parlement. Actuellement, parmi les espèces régulables, on compte le bouquetin ainsi que le loup. Mais dans les chambres fédérales, on a beaucoup discuté du sort, par exemple du lynx et du castor. Il y a également le harlebièvre, le héron cendré, qui très prochainement pourraient être rajoutés sur cette liste. Il faut savoir que ces espèces ont été retirées par les chambres juste avant le vote final sur le texte de loi, et ceci probablement pour éviter que les organisations de protection de la nature n'aient trop d'arguments pour s'opposer à la révision de cette loi. Donc, une grande différence entre l'ancienne loi et la nouvelle, c'est cet assentiment de l'OFEF qui tombe. Les cantons n'ont plus qu'à se référer, mais ils peuvent prendre eux-mêmes les décisions. Il faut également dire ici que c'est au Conseil fédéral que revient la possibilité de déclasser une espèce protégée en espèce régulable, et pour cela, il n'a pas besoin de consulter ni les cantons, ni le Parlement si elle souhaite. Et il est évident également que le Conseil fédéral, sous pression en fait, des chambres, peut également prendre une telle décision de déclassement. Donc, le canton déciderait dorénavant seul s'il veut réguler des espèces régulables, et il n'a plus qu'à entendre la berne fédérale. Toutefois, il y a évidemment des critères qui doivent être respectés par rapport à la régulation de ces espèces. L'élimination des animaux ne doit pas menacer leur effectif, et elle doit être nécessaire pour protéger les milieux de vie et conserver la diversité des espèces, prévenir des dommages ou un danger pour l'homme, préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional. Et on a ici, en fait, des critères qui sont déjà un petit peu problématiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez ce graphe ici qui montre la chute des populations de chamois en Suisse depuis les années 2010. C'est une espèce qui continue de péricliter chez nous. Et puis, dans le même temps, on a l'augmentation des populations de loups. Le risque qu'on a ici sous-jacent, c'est qu'on tire des corrélations erronées, enfin qu'on tire des corrélations entre deux processus et qu'on considère que cette corrélation en fait est une preuve d'une relation de cause à effet. En d'autres termes, si vous regardez ces deux graphes, vous dites ben, les chamois baissent parce que les loups augmentent. Alors, ça peut paraître un petit peu gros de résumer ces relations de cette manière-là et d'imaginer que certains vont utiliser ce genre de critères, mais je peux vous déjà dire que c'est le cas, parce que lors d'un débat à la télévision locale que j'ai eu hier, un des conseillers nationaux qui défend cette loi a déjà dit qu'un des gros problèmes, si cette loi n'était pas acceptée, c'est qu'on ne pourrait pas réguler en fait les loups afin d'essayer de préserver les populations de chamois. Donc en fait, cette corrélation, elle est déjà ancrée comme étant une relation de causalité dans l'esprit de certains partisans de cette loi, ce qui est un problème. Je noterai ici, enfin, pour vous convaincre, que le chamois régresse là où le loup est absent en Suisse. Donc la cause de régression du chamois, la cause première, c'est certainement pas l'arrivée du loup. Ensuite, on a un autre grand changement dans cette loi, c'est que les districts francs fédéraux, qui sont nos réserves intégrales de chasse en Suisse, vont être renommés sites de protection de la faune sauvage. Vous avez ici une carte qui montre les districts francs fédéraux. Je n'ai pas représenté les districts francs cantonaux parce qu'on n'a pas de carte à l'échelon national qui existe pour tous les cantons. Dorénavant, dans ces districts francs fédéraux, sites de protection de la faune, on pourra chasser le loup et le bouquetin, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ces deux espèces sont des espèces protégées mais qui sont régulables. Elles pourront y être tirées, notamment pour des raisons synégétiques. Et on pense ici, par exemple, à la chasse au trophée, qui va non seulement pouvoir être poursuivie selon une décision récente du gouvernement valaisan, mais qui va également pouvoir être étendue au district franc, au site de protection de la faune. Donc on a ici un vrai paradoxe, c'est que la terminologie est trompeuse. On appelle site de protection de la faune des endroits où une chasse est praticable, et on aura du coup en Suisse pratiquement plus aucun havre de paix, c'est-à-dire zone qui est dépourvue totalement de chasse. Ensuite, on a une autre avancée dans cette loi qui
présente des dangers, c'est que dorénavant, les cantons pourront tirer préventivement, sans qu'il y ait des dommages avérés, les espèces protégées, prendre des mesures anticipatoires, si vous voulez. Et un des critères pour tirer préventivement, en plus des aspects, par exemple, synergétiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est si les animaux présentent un comportement attirant l'attention. C'est signifié ainsi dans la loi. Alors ça, c'est quelque chose qui, en fait, est assez problématique. Pourquoi? Parce que la perception qu'on peut avoir d'un animal qui représenterait en théorie un danger, comme le loup pour l'intégrité physique de l'homme, même si on sait que c'est quasi impossible, eh ben, elle va dépendre en fait de la personne qui perçoit cette attention. Ici, on a un risque énorme d'arbitraire dans les décisions qui pourraient être prises, parce que vous pouvez bien imaginer qu'un photographe qui cherche à faire une photo de loup et qui croise son regard, ou un éleveur qui croise le regard d'un loup près de ses moutons, ils vont avoir une interprétation totalement différente de ce que c'est que l'attraction de leur attention. On a un droit de recours qui est maintenu ici pour les espèces protégées, mais étant donné les laps de temps qu'il y a entre les prises de décision et puis l'action de régulation, ce droit de recours va être très très difficile à être mis en œuvre. En plus, il faut signifier que tout chasseur patenté peut être habilité à cette tâche de régulation, et encore une fois, pour le loup, dans les districts francs fédéraux. Ensuite, on a un autre aspect qui concerne plutôt les habitats. Alors, on nous dit dans la nouvelle loi qu'on va créer des corridors écologiques. Alors, il faut savoir que ceci, c'est une exigence de la stratégie biodiversité suisse et de son plan d'action qui ont été relâchés, qui ont été publiés en 2012 et 2017, et qui n'est en fait qu'une réponse de la Suisse à ces engagements qu'elle a pris par rapport à la Convention sur la protection de la biodiversité à Rio de Janeiro en 1992. Donc, il a fallu 25 ans à la Suisse pour développer une stratégie de la biodiversité et un plan d'action. Par ailleurs, ces corridors faunistiques qui devraient permettre aux grands vertébrés terrestres de pouvoir se mouvoir à travers les différents compartiments paysagers du pays, ils sont déjà une exigence de la loi sur la protection de la nature. Et ici, on va verser des subventions pour favoriser la création de ces corridors à raison de 4 millions de francs par année, ce qui est à peu près l'équivalent de deux ponts verts sur une route. Mais ce qu'il faut bien, il faut bien réaliser que c'est dans cette loi, la seule manière d'aborder la protection de l'habitat, c'est via les corridors qui permettent les échanges des grands animaux. Il n'y a rien dans cette loi qui spécifie les mesures qui doivent être prises pour les habitats. C'est un peu comme si, pour une population humaine, on faisait en fait des lignes ferroviaires à grande vitesse, des autoroutes pour connecter les différentes parties du territoire, mais que les gens n'auraient pas de maison ou d'appartement où habiter. Alors, on n'a plus d'habitat, pour l'habitat des espèces se restreint. Par contre, on a un accent qui est mis sur les corridors. Donc la loi, ici, elle pêche un peu parce qu'elle ne va pas assez loin, en tout cas de mon point de vue des organisations de protection de la nature, en direction de la protection des habitats. Ensuite, et c'est un des grands arguments qui est utilisé par les milieux qui défendent cette loi, notamment les milieux de la chasse, c'est qu'on aura plus d'espèces d'oiseaux qui seront protégées avec la nouvelle loi. Bon, si vous avez ici la quinzaine d'espèces de canards qui sont plus ou moins régulièrement chassées en Suisse, on ne pourra plus chasser que 3 de ces espèces. Si vous êtes ornithologue, vous savez probablement lesquelles. C'est les espèces qui sont finalement les plus chassées, qui sont maintenues chassables, le Fluviomyrion, la sarcelle d'hiver et le canard colvert. Mais le hic, c'est que ces 12 espèces protégées, elles ne représentent que 2% des canards qui sont tirés en Suisse. Donc 98% des canards qui sont tirés le seront toujours, c'est 5 à 6 000 canards. Donc en fait, ce qu'on nous vend comme étant un énorme progrès n'en est pas vraiment un, il faut le reconnaître. Et ensuite, on a le problème des espèces en péril qui, elles, déclinent dangereusement depuis des décennies et qui sont toujours chassables dans la nouvelle loi. La bécasse des bois, le tétralyre ainsi que le lagopède alpin. On peut aussi mentionner par exemple le lièvre brun et le lièvre variable. Mais prenons l'exemple du lagopède alpin que je connais particulièrement bien. Si on regarde la situation dans les Alpes de Suisse occidentale, les effectifs de cette espèce ont chuté de moitié entre 1995 et 2012. Et la station ornithologique a fait une analyse basée sur les comptages des gardes-chasse qui sont effectués sur différentes parcelles. Et ce qu'on observe, c'est que durant le même laps de temps, dans les Alpes de Suisse occidentale, en Valais, on a doublé
le tableau de chasse à cette espèce. On la tire beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que la pression de chasse, si vous voulez, sur un lagopède, elle est au moins 4 fois plus grande qu'elle n'était autrefois. Et ce qui est paradoxal également, c'est qu'un chasseur en Valais peut tirer jusqu'à 8 individus par an, tandis qu'un chasseur grison peut même en tirer jusqu'à 10. Donc ici, on a quelque chose de complètement paradoxal, contradictoire, et qui ne respecte pas le principe de durabilité que la nouvelle loi pourtant met en exergue à son article 3. Enfin, évidemment, il y a des finances qui sont liées à tout ça. C'est souvent comme ça qu'on arrive à convaincre les différents acteurs, mais la Confédération va mettre à disposition des moyens financiers pour différents aspects de la gestion de la faune. Par exemple, pour la régulation des espèces protégées mais régulables, sous la base de conventions-programmes pour le loup, le bouquetin et toutes les espèces qui sont actuellement protégées et que le Conseil fédéral pourrait désigner comme étant régulables. Et on sait que sur la liste d'attente, on a déjà le castor, le lynx, un jour le héron cendré, etc., l'aigle royale, etc. Ensuite, on a de l'argent qui afflue pour la surveillance de la faune et la conservation des espèces et ce qu'on appelle les biotopes. En fait, c'est juste des financements qui vont aider en fait, le gardiennage dans les réserves de sauvagines et d'oiseaux migrateurs, ainsi que dans les districts francs fédéraux qui seront appelés sites de protection de la faune. On a ces corridors verts suprarégionaux qui pourront être financés, comme je l'ai dit, à raison de 4 millions de francs par année, ce qui permettra de créer chaque année 2 ponts verts sur des axes routiers ou ferroviaires majeurs. On a également, évidemment, toutes les subventions qui affluent en cas de dommages, des déprédations sur les animaux de rang par les grands carnivores, les castors qui commettraient des dégâts aux infrastructures et les loutres, alors qu'elles sont quasiment encore en fait, non présentes en Suisse, les dommages que les loups pourraient causer aux piscicultures. Et enfin, il y aura une partie du financement qui serait pour un centre d'information et de recherche pour la faune sauvage, ce qui en fait existe déjà. Donc les questions qu'on peut se poser par rapport à la révision de cette loi, c'est si les principes de gestion de la faune ne risquent pas d'être déséquilibrés au profit de la régulation et au détriment de la protection des espèces, comme je l'ai montré. On peut se demander pourquoi la nouvelle loi fait fi des principes de durabilité et de précaution en matière de gestion et pourquoi ignore-t-elle l'évidence scientifique. On a vu les cas, c'est très médiatisé, des trophées de bouquetin, une pratique contestée non seulement pour des questions émotionnelles et éthiques, mais également pour des questions biologiques. La question de la chasse à certains oiseaux ou aux lièvres, à l'exemple du lagopède alpin. Ensuite, on a ce transfert des compétences de la Confédération au canton. Ici, on a un risque énorme à terme, qu'on observe en fait l'extermination à nouveau des grands prédateurs. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps du braconnage institutionnalisé, puisqu'il est en partie pratiqué par les gardes-chasse depuis des décennies, du lynx dans le canton du Valais. Donc ici, on a un risque majeur, c'est ce transfert de compétences qui va simplement amener à une espèce de normalisation et d'officialisation, si vous voulez, des pratiques de régulation illégales qui sont déjà pratiquées par les agents de l'État. Et puis enfin, on a cette terminologie qui se veut moderne mais qui est en fait trompeuse et qui en partie permet de cacher la normalisation de pratiques sectorielles qui sont critiquables. Je pense ici à la chasse au trophée de bouquetin dans les sites de protection de la faune, les actuels districts francs fédéraux, donc nos réserves dites intégrales de chasse, qui ne seront évidemment plus des réserves intégrales de chasse. Et on peut se demander si, enfin, cette nouvelle loi n'entraînera pas fatalement des décisions qui sont arbitraires pour les grands prédateurs. On l'a vu, attirer l'attention, faire des tirs préventifs, etc., sont des notions qui sont problématiques. Et d'ailleurs, un éminent juriste qui est conseiller aux États, le professeur Josic, a dit en fait qu'en cas de litige dans les tribunaux, ça va être un casse-tête d'interpréter ces notions subjectives que sont, par exemple, l'effet d'attraction d'un animal, etc. Voilà, je vous ai présenté ici toute une série d'arguments. C'est mon analyse de cette loi. Je pense qu'elle n'est pas aboutie. Elle n'est pas bonne, elle ne tient pas compte du fait que nous vivons actuellement la 6e extinction de masse, qui pourrait être d'ailleurs la première extermination de masse de la biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle je voterai non le 27 septembre prochain. Et je vous engage à étudier vraiment les détails de cette loi et prendre une décision raisonnée. Au revoir et à bientôt.